Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, comme chaque année, du 15 novembre au 15 décembre, l'appel national pour la Tzedaka fait sa collecte. Pour en parler précisément, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Richard Audier, le directeur général du FSJU. Bonjour Richard. Bonjour Steve. Revenons sur l'histoire du FSJU. Il a été créé le 15 février 1950. Quel était son objectif ? On a été créé en 1950, après la Shoah, pour amener des réponses liées aux évolutions de l'État. Donc l'État a mis un État-providence, mais au fur et à mesure a consolidé les aides sociales, économiques, etc. Mais en fait, avec l'évolution géostratégique du monde et la montée de l'antisémitisme, on a dû s'adapter en permanence. L'arrivée des Juifs d'Égypte, du Yémen, bien évidemment, pour les accueillir en France ou ailleurs. Ensuite, l'exil d'Afrique du Nord, avec des centaines de milliers de personnes qu'il a fallu loger, rapatrier, trouver un travail, souvent avoir les papiers. On est devant le décret Crémieux, M. Crémieux, mais certains n'avaient pas des papiers, donc on les a aidés à faire ça. Et puis ensuite, on a eu les Juifs d'Éthiopie, les Juifs de Russie, des Juifs d'Israël qui sont revenus aussi. Et donc on a évolué nos réponses en suivant les pays. Et puis bien évidemment, sur les lieux géographiques, le judaïsme français est né en Provence. Après, il a bougé, Avignon, Bordeaux, donc les communautés ont bougé, Strasbourg. Et nous, pareil, on a construit des réponses sociales suivant les endroits où les Juifs se déplaçaient, en région parisienne aujourd'hui, à Marseille. Et donc, nous, on a cherché à chaque fois de ramener des réponses liées au contexte politique, au contexte social, souvent à l'antisémitisme, mais aussi aux évolutions des lois sociales et économiques du pays. Les besoins de la communauté ont évolué. Comment, aujourd'hui, vous êtes adapté à tout ça ? Voilà, la beauté du Fonds social et de la Tzedaka, c'est de s'appuyer sur un tissu associatif. C'est-à-dire de répondre à chaque fois à l'urgence et aux besoins du moment. Et donc d'évoluer. C'est un peu la folie de ces créateurs, c'est de se dire, on ne peut pas avoir une réponse magique à tout. Il faut s'aider les uns et les autres. Et c'est cette fédération d'associations qui permet de répondre aux besoins du moment et du futur. Et c'est toujours cette dualité qu'on va retrouver dans l'action de la Tzedaka. Le FSJU a développé de nombreuses activités culturelles. Le magazine L'Arche, le festival Jazz Klezmer, le festival des cultures juives et tant d'autres. Quel est le rôle de la culture, selon vous ? Alors on va rajouter Academ. Oui. Et on a aidé à construire ce musée, le MAGE. Et en fait, c'est essentiel, la culture. Et on le voit dans cette période trouble dans laquelle nous vivons. La culture permet de se révolter face au mal. Et c'est pour ça que le Fonds social, qui est une œuvre de justice sociale, a toujours mis les deux pieds sur l'investissement social, mais qui se fait par des hommes de bonne volonté. Comment on devient un homme de bonne volonté ? Pas seulement par la culture, on l'a vu avec le nazisme, on le voit dans plein d'histoires de génocide, mais la culture permet d'être camusien, c'est-à-dire d'être des hommes révoltés et ne pas supporter l'injustice. À quel moment et comment le FSJU décide d'organiser cette grande récolte qui a lieu maintenant tous les ans depuis 31 ans. Ouais, 31 ans, c'est Marcel Goldstein et Joe Toledano qui ont eu cette idée incroyable de se dire, justement, on n'est pas capable de répondre à tous. La France, c'est le plus beau pays au monde. Mais ils ont créé la sécurité sociale après la guerre et ils ont spécialisé les réponses sociales. Alors on le sait, hein, c'est la médecine d'un côté, les personnes âgées de l'autre, la personne handicapée. Mais en fait, c'est pas la réalité. Une personne peut être âgée, handicapée, elle peut avoir de l'argent, mais avoir un enfant malade. Et donc, en fait, le tissu de la Tzedaka, c'est de se dire, mais non, pour avoir un parcours d'assistance, pour vraiment répondre à cette injustice, il faut coordonner cela. Et c'est ça, cette folie qui a été créée à l'époque, il y a 31 ans, et qui vit encore aujourd'hui des réponses spectaculaires, en fait, à la misère sociale. Quand vous prenez en charge des bénévoles pour aller aider dans des missions, que ce soit en Israël, que ce soit des communautés qui ont besoin, que ce soit pour loger des gens, comment ça se passe, en fait ? Le Fonds social fait partie du réseau Olam. Olam, c'est ces ONG magnifiques qui sont des réponses humanitaires sublimes au Mozambique, en Haïti, au Rwanda, en Turquie sur les derniers tremblements de terre, au Maroc également, et bien sûr, là, cette fois-ci en Israël. Donc avec notre statut d'ONG, on arrive à emmener des bénévoles, de l'argent, pour aider concrètement sur place. Et là, en l'occurrence, on a amené avec l'UEJF, des anciens NEI, des bénévoles pour récolter les champs,
puisqu'on a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont parties d'Israël, de Thaïlandais, Philippins, mais aussi des gens qui sont appelés à l'armée. Donc on envoie des bénévoles. Avec nos statuts humanitaires, on les garantit de risque de guerre, on les entraîne, on les forme, et ils sont pris en charge sur place pour aider et sauver une vie, sauver l'humanité. Pour que les auditeurs comprennent, et ça m'a l'air important, Fonds social juif unifié, et vous me parlez par exemple du dernier tremblement de terre en Turquie. Le Fonds social juif unifié aide aussi des causes qui ne sont pas juives. En fait, être juif, c'est être universel. Donc, qui sauve une vie, sauve l'humanité. C'est un vieux texte du Talmud qui nous dit ça. Donc, la question est évidente. Et c'est ce combat-là que l'on a, et qui est une évidence. Mais sauf qu'il faut le rappeler, notamment avec vous, Steve. D'être directeur général du FSJU, au quotidien, ça correspond à quoi? Non, là, même à la télé, on ne peut pas raconter. En fait, on a tellement de champs d'activité, c'est d'essayer de coordonner, de poser des réponses calmes. C'est très difficile parce qu'on gère de l'urgence et du long terme. Donc le rôle que l'on a avec le comité directeur, avec Ariel Goldman, c'est de prendre le temps de la réflexion, de poser les bonnes réponses et de les évaluer. C'est ça la difficulté, et c'est pour ça qu'on a cherché aussi des labels pour pouvoir se dire est-ce qu'on fait bien les choses et est-ce qu'on a les bonnes réponses. Aujourd'hui, avec ce qui nous arrive, on sait que certaines des familles françaises sont en détresse, d'autres sont revenues en France. Est-ce que vous apportez une aide? Ah oui, on a deux réponses très immédiates. La première, c'est qu'on a créé avec des partenaires comme l'OSE, l'OPEJ, une cellule psychologique avec un standard de téléphone qui permet une aide sociale et qui a eu des centaines d'appels de gens traumatisés et pour lesquels il faut amener une réponse pour sortir ce trauma, d'une mémoire traumatique, pour en faire quelque chose de ça. Parce que c'est trop violent, les images qu'on a vues, les référents qu'on a en tête. Et on a aussi accueilli, comme on l'avait fait pendant la guerre d'Ukraine, des réfugiés. Ben là, on fait pareil pour des réfugiés israéliens. En Israël, il y a à peu près 700 000 réfugiés qui ont quitté les kibboutz du sud, les villes du sud, ou même le nord. Et puis, beaucoup sont venus en Europe se réfugier avec leurs femmes, leurs enfants, et on les accueille dans des appartements temporaires, on les accueille dans les écoles, on les accueille dans des sorties scolaires, on les accueille pour les emmener au théâtre, justement, emmener ces enfants dans la culture. Et donc, c'est un plan d'urgence qui est incroyable. On a pu voir les besoins qui ont évolué pendant ces dernières années. Si vous aviez une définition du mot tzedaka, ce serait laquelle? Écoutez, on est au musée d'art du judaïsme ici. Et en fait, la culture juive nous a appris deux choses. La première, il y a 3000 ans, 3500 ans, peu importe qui l'a écrit, mais nous a dit dans les lois de Noé, la première loi de l'humanité, c'est d'établir des tribunaux. Première loi de l'humanité. Pourquoi on met des tribunaux? C'est une question bizarre. Et cette question-là, elle vient parce qu'il y a de l'injustice. Et pour régler l'injustice, il faut qu'on ait un regard extérieur. Et la tzedaka, c'est aussi cette suite logique de nos textes qui nous dit tu dois chercher une justice juste. C'est cette paracha Shoftim qui nous dit une justice juste. Ça veut dire quoi? C'est l'exemple dont on parlait tout à l'heure sur les enfants. Une famille qui a un enfant handicapé, il peut aller en colonie de vacances. Mais cette colonie de vacances, elle va coûter le double, le triple pour cette famille. Donc même si elle a les moyens de le faire, même si elle n'est pas boursière, ce qu'elle est souvent, c'est pas normal que son prix à lui, cet enfant, soit plus cher qu'un autre. Donc nous, notre rôle, c'est de ramener un équilibre et une justice juste. C'est-à-dire qu'il y a droit au travail, droit aux vacances, droit aux loisirs, droit de manger cachère. Voilà. La justice juste, c'est ça. C'est de retrouver une réalité objective pour que le niveau d'équité soit mis en place. Et c'est ça, cette notion de tzedaka. C'est se battre pour une justice réparatrice et donner des réponses sur un parcours d'assistance. Merci. Merci Steve. Merci Richard. Nous retrouvons maintenant Michel Larocque et Pascal Elbé, les parrains de l'appel à la tzedaka de cette année. Ils sont partis à la rencontre de celles et de ceux qui bénéficient de l'aide apportée grâce aux dons et aux nombreuses associations dont nous venons de parler. Regarde, un olivier. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bienvenue à la maison de Léa, Leftov FSJU. On est très heureux que vous veniez partager ce moment avec nous, vous montrer un peu cette belle structure qu'on a construite ensemble et qui va rendre fier le travail qu'on a mené pour ces femmes victimes de violences et leurs enfants. Combien de temps vous avez mis justement pour mettre tout ça en place? Alors, on a eu un délai administratif d'environ 2 ans et demi. En fait, normalement, c'était un pavillon
avec un hangar derrière qu'on a transformé en plusieurs appartements. Et ensuite, on a environ un an de transformation, surélévation, etc. Ah oui. Ouais. Et j'avais Oui, pas ça. surélévation. Ah oui. Du pavillon, c'était R+2, il est devenu R+3. Et là, c'était un rez-de-chaussée qu'on a surélevé également. Bon, bravo. Aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir recevoir 10 familles. 10 Dont un appartement qui est dédié éventuellement à une maman qui est en situation de handicap, qu'on appelle un appartement PMR, personne à mobilité réduite. On a tenu aussi à ce que cette proposition soit possible. Et il y a un des appartements qui est aussi possible pour agrandir un peu à format des hôtels avec une porte communicante pour pouvoir accueillir aussi des grandes familles. Donc c'est aussi la force de cette réflexion commune, d'avoir essayé de réfléchir à toutes les situations. Et ces familles étaient où avant ? Alors, c'est des familles qui sont sorties de la situation de rue pour certaines, qui ont été déjà placées dans des hôtels pour certaines, qui ont été en famille pour certaines. Et là, aujourd'hui, avec ce projet, l'idée, c'est d'être l'étape juste avant, de reprendre une vie normale, classique, grâce à tout l'accompagnement qui va être mis en place, de l'accompagnement psycho, médico, social. Et se met en place pour combien de temps cet accompagnement ? Une famille. Alors, ces mamans, avec ses enfants, elles viennent ici pour 6 mois jusqu'à 18 mois, en fonction de là où elles en sont dans leur travail social. On les aide à repartir du bon pied en les étayant, administratif, social, sur le plan du travail aussi, de la réinsertion Combien d'équipes avec les filles réunies, enfin, toute cette Alors, il y a une équipe fixe ici de 2 personnes et ensuite on s'est adossé aux associations avec lesquelles on travaille qui sont des professionnels de cette thématique. On va voir comment elles vont être installées, ces familles. Donc ça, c'est un appartement. Oui. Voilà. Le salon. Salon, cuisine équipée, un canapé qui s'ouvre, petite table assez cosy. Et cette décoration que Leftov a mis vraiment très personnalisée. Chaque appartement a sa couleur pour identifier et être un peu chez soi. Et c'était important aussi de donner, que Leftov ait mis ça en place, de donner à chaque appartement quelque chose de très, ce que je vous disais, respectueux. On a presque envie de s'y projeter. Mais je trouve que votre déco est très apaisante. Vraiment bravo, parce que elles ont vécu des moments... Bertino, il faut remercier sa fille qui a travaillé son équipe. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir avoir un lieu repère pour ces femmes. Bien sûr. Puisqu'il y aura quand même une gouvernante qui sera ici, qui sera en permanence ici pour entendre, accompagner, guider aussi ces femmes. Attention madame, ce matin, n'oubliez pas, vous avez votre rendez-vous à la CAF, vous avez besoin qu'on vous y accompagne ou pas. Enfin, vraiment mettre en place, dynamiser ces situations pour qu'elles avancent le mieux possible et qu'elles se saisissent de ces situations, parce que pour beaucoup, elles ont eu un parcours très difficile où on les a dessaisies de tout. On se remotive, on reprend les choses et on est guidé par cette gouvernante, par cette équipe d'encadrement qui va les accompagner pas à pas. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que ces femmes, sous prétexte qu'elles n'auraient pas encore de revenus, eh bien, on va porter le prix des loyers pendant 1 année, le temps qu'elles se retournent sur leur situation administrative. Et ça, c'est vrai que c'est grâce à l'appel national par le SEDACA, c'est grâce aux dons de tous les gens qui ont compris l'importance de ce projet. Ce qu'on a créé avec cette structure, c'est un collectif aussi. C'est la première maison qui existe comme ça. Vous vous rendez compte que c'est quand même le chemin parcouru, ce que vous faites, vous êtes des pionniers dans quelque chose qui était absolument indispensable. Juste une petite histoire de vie, parce que moi j'aime bien mettre un peu de vie dans tout ça. Une des situations qu'on est en train de prévoir pour ici, c'est une jeune femme qui a 21 ans. Elle est toute mimi, une petite poupée. On dirait que c'est presque une enfant avec des enfants. Elle vient d'accoucher d'un 2e petit bébé à 21 ans. Et en fait, cette jeune femme, on l'a retrouvée dans un garage. Il y avait quelqu'un qui lui avait prêté, puisqu'elle s'est enfuie. Elle a dormi dans sa voiture pendant 3 semaines. Un parcours, comme je vous disais. Et puis quelqu'un a entendu sa situation, lui a passé son garage, qu'il a vaguement aménagé. Donc pour l'instant, elle est dans un de nos appartements temporaires. C'est des appartements un petit peu comme ici, mais un peu essaimés, qui permettent là aussi à des situations d'urgence de pouvoir trouver une réponse. Et donc elle attend de pouvoir rentrer ici. Donc elle est très impatiente. Donc on la soutient avant, on la soutiendra pendant, et probablement un petit peu après aussi. Donc elle a 2 pitchounets qui sont trop beaux. Et elle a 21 ans. Elle a 21 ans. Il va falloir beaucoup s'engager sur sa situation pour qu'elle s'en sorte. Donc, mais on y croit très fort. C'est la preuve. Comment c'est possible? Vous permettez, hein. Voilà. Vas-y. On va voir la chambre. Bravo, bravo.
C'est bien, hein. Merci. On descend. Descends. Bonjour. Bonjour. Je suis Julie Guès, la directrice de la philanthropie du Fonds social juif unifié. On a visité la maison de Léa. Cette maison, elle a pu voir le jour après 3 longues années de collecte intensive, d'explications auprès de nos donateurs, de nos soutiens, de nos financiers. C'est la première maison de Léa. Vous le savez, on espère pouvoir en ouvrir d'autres partout en France, pas seulement ici, mais on a besoin de dons. Alors, je compte sur vous, je compte sur tous ceux qui nous écoutent. Bah, votre aide, elle est plus que précieuse. Elle est, voilà, c'est pour moi, c'est vitale. Ouais, vital. C'est la fierté de. Encore une fois, je déteste ce mot de dire fier ou pas fier, mais quand on vient en aide aux autres, c'est peut-être la seule fois où on peut utiliser ce mot pour moi. Et je trouve que vous avez, enfin voilà. Je crois qu'on se fait autant de bien qu'on en fait. Ouais. Non? Merci à tous. Bonjour, bienvenue à l'ESAT. Donc on accueille des travailleurs adultes en situation de handicap qui travaillent. Et donc je vais vous montrer ce qu'ils font. On est prêts? On y va. Toi, t'es déjà venu. Oui. Oui, je vous en prie. Bonjour. Les copains, vous savez qui je vous présente? Donc Michel Larocque, j'ai pas besoin de vous la présenter, Pascal Elbé non plus. Salut à Comment on tous. les accueille? Et aujourd'hui, ils vont vous présenter ce qu'ils font. Sur une table, il y a du conditionnement classique et sur l'autre, il y a du conditionnement de plantes. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut montrer? Allez, montre le travail. On fait tout le processus du début. Ouais. Alors, et tu t'appelles comment? Gaël. On y va. Vous faites des concours pour qui est le plus rapide? Non. Il faut lancer une cagnotte pour le plus rapide. Non, oh là là, toujours les concours. Il faut mettre dans... Ah oui, tu mets la petite boîte dans la grande boîte. Dans ce sens-là, Ouais. ou dans ce sens-là. Et là, après, il faut les fermer et puis voilà. Ah bah voilà. Le monde entier est un cactus. Alors, il met le ruban en papier autour pour que la terre ne tourne, Voilà. Après, Guillaume, lui, il met l'étiquette. C'est très dur, l'étiquette, parce qu'il faut que ça tombe. D'accord. Pile. Il n'y a que lui qui sait le faire. Ah oui? Oui, c'est le spécialiste de l'étiquette. Ouais, spécialiste de l'étiquette, dis donc. Ah ouais, Bonjour, très heureuse. et merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté ce parrainage. Avec bonheur. Grand honneur. Merci. Salut. Ça va? Merci aussi à Pascal de la fidélité. Ben, merci à vous et bonjour à tous. Hein. Bonjour. Ben, le rôle des parents, il est moteur. Hein. Il est moteur parce que c'est vous finalement qui donnez chaque année une impulsion, une image, une envie aussi. Parce qu'il y a des gens finalement qui n'ont pas entendu parler de l'opération Tzedaka, mais qui vous connaissent et par l'affection qu'ils ont pour vous, vont avoir envie de s'engager derrière Pascal, derrière Michel Larocque, derrière le Fonds social juif unifié pour aider les plus défavorisés. Et puis c'est important aussi parce que évidemment de visiter ces fondations, ces associations. Cet ESAT aujourd'hui, c'est pour montrer à nos donateurs que l'argent qu'ils vont donner pour l'appel pour la Tzedaka, il sert à quelque chose, il va quelque part et il est utile. Voilà. Je vous propose de continuer. Allez. Je vous en prie, rentrez. Les copains, est-ce que je vous présente Michel Larocque, Pascal Elbé? C'est l'atelier bio. Alors, c'est un atelier qui a la particularité d'être clandestin. bio. Je savais que ça allait vous plaire. Je savais que ça allait vous plaire. Ça, Mais bio. Atelier public de Pablo Escobar. n'abusons Donc ça, pas. c'est quoi? Vous fabriquez quoi alors? Alors non, nous ne fabriquons rien. Mais On ici, conditionne. tout le monde est de très bonne humeur. Tout le temps. Non, C'est improbable. tout le monde est tout le temps de bonne humeur, tout le temps. Peu importe il y a ça. Particulièrement à cette table. On fait pas que du conditionnement de CBD, bien évidemment. On fait également tout ce qui est épices, cosmétiques, thé et tout ça. Mais là vous mettez combien? 24 grammes.
24 grammes. Donc la file, c'est ça. C'est ils mettent 24 grammes et après, ils vont fermer au fond. Voilà. Le produit final est ici. Bon, à bientôt. À tout à l'heure. Donc, on va arriver dans un troisième atelier. Ce troisième atelier a une particularité, c'est de conditionner du miel. Je remplis dans un pot le pot de miel, je donne au voisin pour qu'il bouchonne, et après ça part à côté qui met des étiquettes. Est-ce que ça vous tenterait d'essayer? Ah bah oui. Allez, tu fais ta place? Je préfère que ce soit toi d'abord. Ça peut coller, c'est vrai. Alors allez, c'est pas si facile. Hein. Non, c'est pas facile, Pascal. Alors je prends le pot. Ce serait trop simple. Alors attends, il faut que tu sois en dessous. Et appuyer. Ah, c'est en appuyant ici. Pascal. Ah oui, il se remplit comme ça, génial. Et après, Et après, vous passez à vos collègues à côté. Mignon fait la forme. C'est exactement ça. Super. Merci, continuez bien. Alors. Bon appétit. On va vous inviter aussi à prendre le goûter et je crois que certains ont des petites questions à vous poser. Ah, top. Top. Alors je vous invite à installez-vous, je vous en prie. On s'installe là? À quel âge que vous avez commencé à votre carrière, à votre film et cinéma? Alors, moi, j'avais fait beaucoup de danse, du sport, un peu de théâtre, mais à l'école, comme tout le monde. Et j'étais en fac de sciences éco et d'anglais. Et à la fin de ma première année, j'ai eu un très, très grave accident de voiture. Je suis restée 1 an sans marcher. Je suis restée 2 ans en clinique et tout ça. Et c'est à la suite de l'accident que tout d'un coup, j'ai dit « Oh là là, mais... j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne. » Donc tout le monde a dit qu'est-ce qu'elle a pris un gros coup sur la tête parce qu'elle dit des choses bizarres. Et même moi, je comprenais pas pourquoi je disais ça. Et puis j'ai remarché, je suis retournée en fac. Et là, j'ai pris mon premier cours de théâtre. Et je me suis sentie très heureuse et très à ma place. Et voilà, c'était le début de tout. Et moi j'habitais à Strasbourg, dans l'Est, et il n'y avait pas grand-chose à faire là-bas. Donc je me suis dit, il faut que j'aille à Paris, mais qu'est-ce que je vais faire à Paris? Et en fait, le hasard m'a amené un jour un camarade qui m'a montré le chemin d'un théâtre. Et j'ai découvert le théâtre. J'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, et j'ai découvert qu'on pouvait reproduire la vie sur une scène, qu'on pouvait écouter des histoires sur une scène et qu'on pouvait les partager tous ensemble avec des comédiens qui nous racontaient une histoire. Nous, notre métier, c'est de raconter des histoires, de les jouer, de les écrire, de les réaliser. Et on disait qu'on est très, très, très chanceux, très privilégié de faire quelque chose qu'on aime, avec des gens qu'on aime, qui nous accompagnent. Et encore une fois, avec parfois les petits bonus de la vie, c'est des jours comme aujourd'hui où ne pensez pas qu'on fait ça juste pour vous, on fait ça aussi pour nous. Ça veut dire venir passer une journée comme aujourd'hui, je le dis souvent aux nouveaux parrains, pour les accompagner, mais il y a un avant et un après. Vous nous donnez aussi beaucoup de force. Voilà, et donc pour ça, je me dis quand même, quel privilège de faire ce métier pour pouvoir faire des rencontres aussi différentes. Voilà, je pense que chaque matin, on se lève en se disant on a de la chance, faut jamais l'oublier. Voilà. Le Fonds social juif unifié a ouvert en 2019 un dispositif de logement temporaire pour répondre aux problématiques de logement intermédiaire à la suite d'une rupture sociale. Le FSJU, à travers ses appartements temporaires, soutient des familles brisées par les accidents de la vie. C'est le cas de cette famille qui vivait en Espagne depuis 2 ans, lorsqu'ils ont appris que Chloé, leur plus jeune fille, alors âgée de 14 ans, était atteinte d'un cancer. Ils ont tout quitté du jour au lendemain pour rentrer en France faire les premiers examens. C'est un bon ami chirurgien qui nous a trouvé à Paris une date rapidement. Donc il nous a fait rapatrier. Donc il nous a trouvé un logement, enfin il s'est porté caution garant d'un appartement. Et on a dû tout abandonner. Donc on ne travaille plus tous les deux pour se consacrer à notre fille. Elle n'a pas réalisé.
Elle n'a pas réalisé sur le coup. Et elle a cette naïveté encore de jeune ado qui nous a sauvés, en fait. Je dirais pas que ça a coulé, parce que c'était pas... Voilà. Mais voilà, elle a pris les choses. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et de toute façon, il faut se battre, il faut qu'on continue à se battre. Et on continue, on est tous ensemble et on avance. Et donc là, on a été très pris. C'était l'hôpital tout le temps avec mon mari. Et ma fille aînée, elle a dû vivre chez ma belle-sœur parce qu'on n'avait pas de place pour l'accueillir dans l'appartement. On a eu de l'humidité, des souris aussi. Il fallait qu'on parte de l'appartement et on n'a personne pour nous héberger pendant un certain temps. Et donc, j'ai fait une demande de logement. Rien n'a abouti. Et j'ai une amie qui m'a dit, écoute, il y a la FSJU. Contacte-les. Donc au début, j'ai dit, encore une association, encore un machin, ils vont pas nous aider, on travaille pas, on n'a rien. Elle m'a dit, si, allez, envoie. J'envoie. Écoutez, le matin, j'ai envoyé le mail. L'après-midi, on m'a contacté. Et là, on me dit, écoutez, on vient d'avoir un logement temporaire qui vient de se libérer. Et c'est un 4 pièces comme vous recherchez. J'ai dit non, oui, trop beau. Aujourd'hui, en l'état, on a une dizaine d'appartements temporaires sur la région parisienne. On a aussi la maison de Léa, que je nomme là, qui sont aussi un dispositif d'appartement temporaire, maison de Léa pour femmes victimes de violences et familles monoparentales, qui est aussi en région parisienne. Là aussi, c'est 10 appartements. Et actuellement, on est en train d'en ouvrir 3 ou 4 encore sur Paris. Et l'intérêt aujourd'hui, puisque ce dispositif a plu aussi au ministère de la Direction du Logement, c'est de pouvoir l'essaimer, ce projet, qui est un projet innovant que le Fonds social a développé, de pouvoir l'essaimer en région. C'est ce que nous avons fait sur 2 régions pour pouvoir proposer ce dispositif aussi en région et pas de raison que ce soit égocentré sur Paris. On a visité l'appartement et là on a vu, il y a 3 chambres. Waouh, quel miracle! Nous, on avait 2 chambres, les 2 filles donc dormaient ensemble parce qu'à un moment, elle est revenue, ma grande, vivre avec nous parce que, voilà, la famille, c'est important d'être ensemble, de serrer les coudes. C'était pas évident. Ils l'ont tout refait à neuf. Et j'ai rien à dire, franchement. Et en plus, il est meublé. Et voilà, on y est. Déjà, c'est bien plus paisible. J'ai plus trop ma sœur entre les parages, c'est pas mal. Plus trop de bruit, pas la lumière tous les soirs ou quand je veux dormir, pas... plus agréable. Ce que je veux dire au FSJU, aux donateurs, c'est un grand merci. Avec un grand M, un grand E, un grand R, un grand C, un grand I. On vit bien. On communique dans la famille. C'est une autre vie. On a l'impression d'être une autre famille. Les copains, ils viennent, ils font « Mais waouh, vous parlez, vous communiquez ensemble. C'est fou. C'est incroyable. » Et oui, merci le FSJU, franchement. Et ça nous soude déjà plus parce qu'on était un peu en train de tomber, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, ça nous renforce et tout. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. C'est formidable ce que vous faites. Vous nous avez sauvés. Voilà. C'est avec beaucoup d'émotion, après ce témoignage, que nous revenons en plateau, en compagnie d'Arié Flack, président de l'Appel national pour la Tzedaka. Bonjour Arié. Bonjour Steve. Pouvez-vous rappeler en quoi consiste l'Appel national pour la Tzedaka ? L'Appel national pour la Tzedaka, ça existe depuis 31 ans. Et c'est finalement l'ensemble des associations qui forment le tissu juif en France dans le domaine éducatif, dans le domaine social, dans le domaine de lutte contre la précarité, pour les personnes âgées, les handicapés, l'enfance en danger, qui se regroupent pour un temps. Ça dure 1 mois, c'est très court. Et pendant ce mois, l'ensemble des associations appellent ensemble à la solidarité. Et donc nous réunissons des donateurs. C'est la plus grande campagne de collecte du judaïsme français, puisque nous avons plus de 12 000 donateurs qui nous rejoignent et qui vont financer des projets qui vont permettre de faire preuve de solidarité. Alors ces projets, certains sont des projets d'urgence, qui sont liés à des situations auxquelles il faut faire face dans l'immédiateté, tout de suite. Ce que vous avez vu dans le reportage, le relogement, finalement, on perd son emploi, on perd son logement.
un accident de la vie, il faut y faire face. Et donc ça, ce sont les donateurs de la Tzedaka qui constituent ces fonds d'urgence qui permettent aux associations de se retourner immédiatement vers nous et de nous dire, voilà, on a un besoin, il faut y répondre. Ça, c'est le premier pan de la Tzedaka, il est essentiel, en fait. Mais il y a un deuxième pan dans la Tzedaka, c'est celui qu'on voit moins, ce sont les projets de long terme. Parce qu'il y a l'urgence, mais il y a aussi le fait d'avoir des structures qui permettent de faire face. Je pense à une structure qu'on a financée l'an passé et qu'on va continuer à financer cette année avec nos donateurs. C'est une structure qui est un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences. Les femmes victimes de violences, elles ont besoin d'urgence, mais elles ont aussi besoin de long terme, parce qu'il faut se reconstruire, il faut trouver un lieu avec ses enfants, il faut trouver un accompagnement psychologique, il faut trouver une nouvelle école pour les enfants, il faut trouver un boulot pour ces femmes. Et donc la Tzedaka, c'est ça. C'est un concept au départ, se réunir, l'unité, la solidarité. C'est aussi 12 000 donateurs qui se tiennent la main. Et c'est un peu comme une grande chaîne, en fait. Vous avez les gens qui ont mis un genou à terre, vous avez les professionnels qui sont là pour les aider, les professionnels de l'action sociale, ce que nous ne sommes pas, ce que je ne suis pas, et puis vous avez les donateurs. Et ces trois-là, pendant le mois de la Tzedaka, en fait, ils se regardent, ils se rencontrent, les donateurs vont à la rencontre des professionnels, les professionnels racontent ce qu'ils font. C'est aussi une campagne très pudique, la Tzedaka. On n'affiche pas les gens, les bénéficiaires, chacun reste à sa place pour aider. D'ailleurs, pour nos téléspectateurs qui ne savent peut-être pas, la situation de la communauté juive en France face à la précarité, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on peut penser. La communauté juive de France, vous savez, elle est à l'image de la France, déjà, à l'image de la France. La France est un pays qui est à la fois très solidaire, où on a beaucoup de mécanismes de solidarité, mais où on a une précarité qui est forte. L'inflation ça tape dur dans les budgets des ménages. Et puis la communauté juive de France, elle est constituée de gens ordinaires. Vous avez quelques urbains qui s'en sortent bien, finalement comme le reste des Français. Et puis vous avez aussi beaucoup de précarité, beaucoup de personnes âgées qui sont seules. Et nos personnes âgées, et c'est important que vos téléspectateurs le comprennent, les Juifs aujourd'hui en France qui ont plus de 80 ans, 90 ans, ce sont des gens qui ont vécu dans leur chair des moments très douloureux. Ce sont des enfants rescapés de la Shoah, ce sont aussi des déracinés qui sont venus d'Afrique du Nord dans les années 50 ou dans les années 60. Et lorsque le grand âge arrive, lorsque la maladie frappe, lorsque les enfants s'éloignent, lorsque le foyer familial n'est plus celui des jeunes années, eh bien tous ces souvenirs traumatiques reviennent, toutes ces difficultés de vie. Et nous sommes là pour les aider. L'autre chose que je voudrais rajouter, c'est que la Tzedaka aide les associations juives en France. Mais les associations juives en France ne s'occupent pas que des juifs. Elles ne s'occupent pas que des juifs. Nos maisons d'enfants, que ce soit celles de l'Opège, que ce soit celles de l'Osée, accueillent des enfants de toutes origines, de toutes confessions. Nos lieux d'accueil pour les handicapés accueillent des handicapés juifs qui, pour certains, ont besoin d'un lieu d'accueil dans lequel ils vont pouvoir manger cachère, dans lequel ils vont pouvoir respecter les obligations religieuses, dans lesquelles ils se reconnaissent. Finalement, ils vont retrouver un élément d'adhésion et de confort culturel. Mais ces associations, elles accueillent des enfants ou des adultes handicapés de toutes les origines. J'étais, il y a 2 semaines, dans un lieu d'accueil pour handicapés, pour adultes handicapés dans le 20e arrondissement. 63 jeunes adultes handicapés dont cette structure s'occupe. Il y avait des juifs, il y avait des non-juifs, il y avait des musulmans, il y avait des athées, il y avait tout, en fait. Et on s'occupait d'eux, dans la concorde, dans la solidarité, dans, finalement, l'esprit de faire nation, tout simplement. Chacun apportant sa différence, chacun permettant d'être reconnu, parce qu'un adulte handicapé, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'aller travailler le matin, il a besoin de savoir qu'il va se lever et qu'il va être utile, et donc c'est ça qu'on lui apporte également. Après le pogrom du 7 octobre qu'a subi la communauté juive du monde entier, les Israéliens avant tout, quel est votre travail aujourd'hui au FSJU par rapport à des gens qui, moralement,
ont pris ça en pleine tête, ont eu des enfants qui sont là-bas, de la famille. Certaines des familles françaises sont pour elles revenues. Quel est le travail du FSJU et quel est le travail aussi psychologique qu'on peut apporter à une communauté française aujourd'hui juive? Alors, c'est une question très difficile et très douloureuse. Je vais y répondre en deux parties. D'un point de vue technique, immédiatement après le 7 octobre, nous avons eu, en France, des appels de personnes qui avaient besoin de confort moral, de réassurance, de compréhension. Et nous avons mis en place avec le FSJU une cellule de crise qui existe, avec l'ensemble des associations qui vont aider. Donc, il y a des psychologues, c'est plutôt l'OSE qui s'en occupe, il y a des assistantes sociales. Et on a mis en place cette cellule pour écouter les gens et répondre à leur angoisse. Ça, c'est la première action. Ensuite, il y a une deuxième action, c'est qu'il y a des familles qui sont venues d'Israël, qui sont rentrées en France, parce qu'elles avaient besoin de retrouver une forme d'équilibre, des bases. Alors, retour temporaire pour certaines, pour quelques jours, pour quelques semaines. On s'est occupé d'elles, on s'est occupé des enfants, c'était les vacances scolaires. Ça, c'est la réponse, je dirais, d'urgence, c'est la réponse immédiate. Mais cet événement du 7 octobre, il a une signification qu'il est important que nous comprenions tous. Le 7 octobre, c'est le foyer national du peuple juif qui a été attaqué. C'est le havre, c'est le lieu du refuge. Et lorsque vous êtes un juif français qui est heureux d'habiter en France, qui participe à la construction de la nation française et qui garde son identité juive, il regarde aussi de l'autre côté de la Méditerranée, vers ce refuge, vers ce havre, car il sait que l'histoire juive est traversée de moments tragiques. Le 7 octobre, c'est le retour du tragique dans nos vies. C'est le retour du tragique. Et c'est pour ça que ça nous affecte tant. Il y a évidemment l'horreur de ce qui s'est passé. Les massacres, les viols. Mais cette horreur, c'est le visage du mal. C'est le mal qui revient dans nos vies. Et en tant que juifs, nous sommes particulièrement sensibles à cela, car nous l'avons connu, c'est dans notre chair, c'est dans notre histoire. Et donc le Fonds social juif unifié, mais également l'ensemble des associations qui forment le paysage communautaire juif en France, ont eu besoin, après le 7 octobre, de retrouver une forme de stabilité. On était dans une forme d'atonie, dans une forme d'interrogation. Comment cela arrive encore? Cela arrive encore? Il y a donc plus jamais ça ne signifie donc rien. Plus jamais ça a eu lieu. Et dans ces moments-là, c'est de reconnaître cette douleur, de reconnaître cette déstabilisation, reconnaître le fait que le 7 octobre a eu lieu et il a eu lieu au sud d'Israël, mais il a eu lieu aussi dans nos vies, à Lyon, à Grenoble, à Nice, à Brest. Il y a des gens qui se sont sentis agressés, qui ont eu le sentiment, le 7 octobre, qu'on a voulu les tuer, eux aussi. Et c'est à cela qu'il faut répondre en leur disant et en faisant plusieurs choses. Déjà, leur apporter la sécurité. Et vous le savez, le Fonds social juif unifié investit beaucoup avec l'État pour assurer la sécurité des lieux de vie juive en France. Mais il faut aussi leur apporter un espoir, un lendemain. Et cet espoir, ce lendemain, c'est la solidarité. C'est le fait que la vie va continuer. La vie sera plus forte, finalement, que la mort. Quand on se retrouve devant des événements pareils, ça vous fait forcément aider d'autres associations. Combien vous aidez de gens par an? On a environ 30 000 personnes qui sont soutenues par la Tzedaka. Parmi ces 30 000 personnes, elles se divisent finalement en deux grandes catégories. Il y a les familles nécessiteuses. Ces familles, elles ont besoin de soutien pour des bourses scolaires, des bourses cantines, le cartable de la rentrée, pour payer
parfois la facture d'électricité et de gaz. Et c'est ce qu'on retrouve là de plus en plus, hein, parce que, comme vous le savez, Steve, les prix de l'électricité, les prix du gaz, finalement, ce qui fait l'essentiel, ont fortement augmenté. Et puis on a les situations individuelles. Et les situations individuelles sur lesquelles on agit le plus, aujourd'hui, ce sont les personnes âgées. Les personnes âgées dépendantes, qui se retrouvent à un moment dans leur vie, seules, malades, et la tzedaka, c'est cette idée qu'on peut tenir les deux bouts de la ficelle. Vous voyez, on ne laisse personne sur la route. Personne. L'isolement, la précarité. Le handicap. Le handicap. Il y en a une autre, puisque après il y a l'adolescence et on devient étudiant. Beaucoup d'étudiants se retrouvent isolés ou dans la précarité. Votre travail là-dessus? Alors sur les étudiants, nous avons mis en place plusieurs choses. Le programme principal, ce sont des studios que nous avons aménagés pour héberger des étudiants pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer un logement. Comme vous le savez, les logements offerts par le Crous, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas assez. Et donc, on a des étudiants qui ont besoin de se loger. Donc, pour les étudiants, c'est avant tout ça, le travail que nous soutenons. On met également en place des bourses spécifiques pour les étudiants qui sont des enfants issus de l'aide sociale à l'enfance, parce que il faut faire le lien, parce que un enfant qui est issu de l'aide sociale à l'enfance, en fait, il est aidé jusqu'à 18 ans. Ensuite, il y a le contrat jeune majeur. Mais derrière, s'il veut faire des études supérieures, il va bien devoir être aidé. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour les étudiants. Le FSJU, le Fonds social juif unifié, donc, c'est vraiment toute une institution sur le souci de l'autre. Et comme dit cette fameuse phrase, qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Le mot tzedaka est souvent utilisé comme pour dire charité. Mais je dirais qu'il signifie plutôt la justice dans le judaïsme. Quel est pour vous, Aryeh Flack, le sens, la définition précise, votre vision du mot tzedaka? Pour moi, comme pour vous, Steve, tzedaka, ça veut dire justice. C'est une justice sociale, mais au-delà de la justice sociale, pour moi, la tzedaka, c'est l'imposition qui nous est faite à chacun d'entre nous d'être responsable de son prochain. La tzedaka, c'est se dire que lorsque j'avance dans la vie, lorsque j'ai des accomplissements, lorsque j'ai des bonheurs, lorsque j'ai du rire dans ma vie, lorsque j'ai de la joie, il y a un autre homme, une autre figure, un autre visage dont je suis responsable. Je ne suis pas un individu qui fonctionne seul. Je ne suis pas qu'un individu. Je fais aussi partie d'un collectif. Et donc la tzedaka, c'est la justice, mais c'est aussi le mot qui nous permet de faire peuple, de faire communauté, de faire nation, de faire un ensemble et d'être fort. Cette justice, elle nous renforce. Voilà ma définition de la tzedaka. Merci pour votre invitation, Steve. Merci, Aryeh Flack. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, nous avons besoin de solidarité, solidaire de nos aînés, de notre jeunesse et de tous ceux touchés par l'exclusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Prenez soin de vous et soyons solidaires.